Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au premier chapitre de la campagne du Trône des Épines de Symbaroum. Symbaroum est une campagne un univers que je suis en train de maîtriser et j'ai cherché un petit peu parce que le premier chapitre en particulier me semblait un peu catastrophique et compliqué et plus je le lisais, plus j'avais des problèmes d'interprétation. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui, sur un thread de Reddit, a bien gentiment ordonné la version officielle et comment la transformer pour la rendre beaucoup plus intéressante. Donc déjà, je vais parler un petit peu du contenu même, en fait, de la trame narrative qui est décrite texto dans le bouquin, pour que vous compreniez un petit peu à quel point c'est un panier de crabes. Donc avant, j'utilisais plutôt Miro. Miro est pas mal, mais il fallait payer. Donc j'utilise Draw.io maintenant pour faire en sorte de mettre en place mes organigrammes et vous permettre ensuite de récupérer soit le fichier lui-même ou une version en PNG haute résolution. Donc le premier chapitre, Wrath of the Warden, donc c'est le gardien du Kourou en français, part de la manière suivante. Il y a un PNJ qui s'appelle Anna de Eda, qui va servir de collaborateur avec c'est le quest giver, en fait, celle qui va donner le démarrage de l'histoire. Sauf que c'est super mal fait, parce qu'en grosso modo, le premier truc que vous récupérez de cette fille, c'est juste une lettre qui est écrite façon scam d'un prince nigérien que vous retrouvez sur votre email. C'est bonjour, mon ami. Ça commence littéralement par bonjour, mon ami en devenir. J'ai une super proposition à vous faire. Venez très vite me retrouver à l'auberge patati patachmol. Et ça, je veux dire, c'est quand même le niveau zéro du jeu de rôle, et clairement, c'est pas terrible. Donc ce qu'il faut plutôt faire, c'est évidemment Anadea. Vous devez l'introduire plus rapidement possible avant le début de la campagne, donc avec un peu de chance, vous avez fait... moi, par exemple, je l'ai introduit dans La Terre Promise, qui est le scénario que vous avez à la base du bouquin, dans le bouquin de base, mais vous pouvez aussi jouer La Marque de la Bête, La Couronne de Cuivre, il y a pas mal d'opportunités pour la faire jouer. En tout cas, il faut... Parce que ce qui va se passer sinon, c'est toute l'histoire va tourner autour d'elle et qui elle est, et il lui arrive un grosso modo, elle meurt. Et si vos joueurs en ont rien à foutre, vous êtes dans la merde. Donc il faut essayer un peu de modifier ça pour que ça soit plus intéressant pour vos joueurs. Donc on commence avec la rencontre d'Anadea théoriquement qui doit se passer dans une auberge. Et là, patati patachmol, il y a la cloche de Fort Chardon, qui est l'endroit où vous jouez, qui sonne. Donc ça fait arriver, quand vous allez à la porte nord, il y a des sorcières qui arrivent, les witches, qui sont l'espèce de chaman du peuple barbare. Donc voilà, je ne vais pas réexpliquer Symbaroum en détail, mais grosso modo, c'est le Far West à la mode, c'est le Far West avec les Indiens et les cowboys, l'arrivée des Blancs, avec un petit couche de Game of Thrones par-dessus, avec une petite touche de mythologie scandinave par-dessus, mais ça reste assez simple à comprendre, quoi. Et très vite, pour les joueurs, ça match. Donc il y a des gens, à peine vous êtes en train de discuter avec Anadea, que la cloche sonne, qu'il faut que vous cassiez l'auberge, vous allez voir les sorcières, qui arrivent à la porte de la ville, et qui vont vous dire « Oh là là, et tout, ça craint, il se passe quelque chose ». Sauf que, juste à ce moment-là, le seul truc qu'ils vous disent, c'est « Le puits a-t-il parlé ?» Bon, une sorte d'impression mystique, vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous retournez à l'intérieur de la ville, et il y a le sol qui s'effondre. Donc c'est le 11 septembre, il y a tout qui pète, il y a une partie du quartier qui est ravagée. Évidemment, l'auberge où vous attendez Anadea est ravagée, donc bouffe, elle disparaît. Et pouf pouf mystère, il y a plein de bestioles qui attaquent. Donc il y a des abominations, mais il y a aussi des humains qui sont sévèrement mutés. Ces humains sévèrement mutés, qu'on appellera plus tard le Beast Clan, donc le clan de la bête, vont revenir. Il y a une espèce de grosse baston qui se passe, je vous passe les détails, mais c'est la première occasion, et c'est là tout le but de Wrath of the Warden, donc du courroux du gardien, c'est de vous faire découvrir les PNJ importants de la campagne. Et même si c'est fait d'une façon extrêmement stupide, ce qui est vraiment bien dans la campagne de Symbaroum, c'est que dans ce premier bouquin, vous avez 90% des PNJ que vous allez rencontrer dans la campagne. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je ne peux pas insister plus, c'est vraiment essentiel. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à rencontrer tous ces gens-là. Donc, au niveau de cette grosse baston, vous allez tomber sur Serexatio, personnage ici présent, qui est un vétéran de guerre, qui fait partie de l'amicale des vétérans de guerre. C'est assez important, puisque si vous voyez un petit peu le principe de Symbaroum, ça commence, c'est un exode en fait, d'une peuplade qui vient du sud, qui va imposer un nouvel empire colonial. Et leur ancien royaume a été détruit suite à une grande guerre contre des sombres seigneurs, qui étaient des espèces de nécromanciens dégueulasses. Donc les vétérans ont minimum 30-40 ans, et la plupart sont sévèrement traumatisés parce que lors de la Grande Guerre, il s'est passé des trucs assez atroces. C'est l'occasion aussi de rencontrer donc, pas mal de gens, il y a des Templiers, on en reviendra plus tard, il y a des maîtres de l'Ordo Magica, donc l'Ordo Magica c'est des magiciens, mais assez érudits, posés, et qui ont
de temps en temps 200-300 ans, notamment Cullinan Furia, qui est un personnage assez important dans le tome 3, qui va revenir, qui est un pyromancien, et qui va fouiller un coup de main pas très longtemps. Donc vous foutez sur la gueule, tout le monde est content, et bah, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah voilà, on monte des palissades, on essaie de protéger la doline qui s'est formée au milieu de la ville, pour dire, bah voilà, pas touche, vous pouvez pas descendre dans le trou. Et là, forcément, donc vous pouvez retourner voir les sorcières bon, vont vous filer un peu quelques indices. Donc j'ai fait un peu le principe suivant, c'est-à-dire que vert, c'est les événements, c'est les intrigues d'action, jaune, c'est les pensées ou au moins les points importants de dialogue, et bleu, c'est les personnages. Rouge, c'est vraiment, j'ai mis aussi rouge, qui sont les points capitaux dans le scénario. Donc, vous pouvez retourner, bah, forcément, vu que tout a pété, tout est réparé, vous allez voir tous les PNJ, vous allez revoir les sorcières pour leur dire, bon, bah, en fait, le puits a dû sonner, on sait pas trop. Donc, ils vous expliquent qu'il y a un dieu qui est en train de mourir, qu'il y a une source de corruption dans la ville, mais vous savez pas ce que c'est. Le puits de bronze, bon, bah, il n'existe plus, donc quelque part, on s'en fout. Mais en gros, c'était le moyen mécanique de prévoir la corruption. Et pendant ce temps-là, il y a l'Iron Pact, donc le pacte de fer, qui sont les sympathisants elfiques, qui veillent. Et il y a notamment Lysindra Golden Grasp, qui est une ancienne chasseuse de trésors qui est très très riche, qui s'est aperçue que bah, finalement la richesse est cool, mais ça va pas améliorer les choses. Donc elle roule pour les elfes. Et elle va suivre les joueurs plusieurs fois, tout en restant neutre. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va vous attaquer comme pas mal de gens. Donc pendant ce temps-là, parce que c'est pas fini, bah voilà, vous vous dites, il faut quand même que je descende dans le trou parce qu'il y a peut-être un truc là-dedans. Et en fait, c'est ça le gros problème, l'immense problème de cette putain de scénario au début, c'est que, bah en fait, il n'y a pas vraiment, enfin le fait de descendre dans le trou est vraiment vraiment compliqué quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vos joueurs réalisent qu'Anadea est tombé dans le trou, qu'ils aient assez de motivation pour aller chercher le cadavre d'Anadea, pour savoir bah, notamment sur quoi elle enquêtait, parce qu'elle avait sûrement quelque chose à vous demander, pour savoir qui elle était, et pour savoir pour qui elle travaillait. Ça fait beaucoup de qui, de quoi, de où, et pour motiver les joueurs, il faut quand même y aller. Donc ok, on part du principe que les joueurs sont sympas, ils vont pas faire chier, ils vont dire ok, on veut bien descendre. Alors pour descendre, il faut qu'ils motivent, il faut qu'ils aient un ordre du maire, donc la Cipher Night Pitch, lui-même ancien mercenaire, pour aller dans le trou, parce que la gare laisse passer personne. Donc avec un peu de chance, l'Ordo Magica, qui est un peu les boss du coin, donc les magiciens, vont dire bah ok, nous on est habilités, donc on peut descendre. Donc ils vont vous mettre Cullinan Furia, qui est un maître assez balèze quand même, dans les pattes pour que vous descendiez dans le trou pour aller voir ce qui se passe. Sachant que Cullinan Furia est un mec assez hardcore et que ce sera l'occasion aussi de découvrir sa personnalité et de comprendre que bah ouais, potentiellement il pourrait virer bad guy dans la suite de campagne. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc vous descendez dans le trou. Enfin, dans le trou, il y a un plot secondaire, mais qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, vous trouvez une caverne de cristal, une sorte d'île, sur laquelle il y a une sorcière qui vit sous terre, qui s'appelle Baleya. Et vous réalisez en fait que Baleya, c'est la dernière sorcière, c'est la Keeper. Donc c'était les Keepers, c'est les chefs des... En grosso modo, chaque clan a plusieurs sorcières, des clans barbares, et il y a une sorcière parmi les sorcières qui est la Keeper, qui est censée veiller à ce que les traditions soient respectées, et qu'elle soit toujours en communication avec l'Uldra, qui est la grande chef des sorcières qui vit à Carvosti. Mais bon, ça on en reparlera. Et du coup, bah, vous vous rendez compte que bah oui, le clan d'Abel, c'est le clan Gézora qui vivait il y a très très longtemps à la place sur Fort Chardon, donc à Thistlehold. Ils se sont fait ravager la gueule. Aloran, leur chef, s'est fait buter la gueule. Et sa fille, qui était toute petite, a fui avec pas mal de guerriers sous terre. Et le problème, c'est qu'ils ont tous, soit ils ont muté, soit ils se sont scarifiés eux-mêmes et ils sont tous devenus dégueulasses. Et donc, quand vous arrivez, ils sont tous partis. Ils sont partis et ce sont des ennemis récurrents que vous aurez au cours de la campagne. D'ailleurs, faut être honnête, on les voit quasiment jamais dans la campagne. Mais bon, passons. Encore un point qui est super bien abordé de base. Et donc, Bayela peut vous expliquer un petit peu ce qui se passe et tout ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, elle est sur une île entourée de fantômes. Au milieu, il y a une sorte d'artefact quoi, qui peut apporter plein de puissance. Et Cullinan Furia, justement, est super intéressé. Tout le monde est super intéressé. Mais officiellement, ce que vous devez faire, c'est la laisser tranquille. Parce que sinon, bah voilà, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement hostile. Donc, vous avez fait votre petite quête secondaire. Vous trouvez enfin le cadavre d'Anadea qui est au milieu d'un monticule de cadavres. Et là, vous pouvez commencer à chercher en vous disant, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais comme dans tout bon jeu de rôle, vous la fouillez. Et vous trouvez notamment une grosse clé. Vous trouvez un médaillon du soleil, donc elle bossait probablement pour Prios, ou elle a été à un moment une adepte. Donc à vous s'offrent deux petits chemins plutôt sympathiques. Soit vous allez voir le temple, soit vous allez essayer de trouver pourquoi elle était de quoi elle était propriétaire. Et c'est là où ça part un peu en couille, parce que, je veux dire,
en parlant à beaucoup de gens, on peut très facilement... Enfin voilà, c'est le problème de l'un des gros problèmes de cette campagne, enfin en tout cas de ce scénario, c'est que vos PJ, ils ont un peu de jugeote, ils vont pas aller se faire chier. Le scénario vous dit, bon, bah pour savoir qui est propriétaire, il faut aller voir la légation de la reine. Alors ça, c'est un peu comme si on disait, bah aujourd'hui, pour savoir si je suis propriétaire d'un appartement, allez voir les archives de la mairie. Non, non, bah vous allez sur Internet, vous posez des questions. Et là, c'est pareil, en fait, si vos joueurs ont l'intelligence et les contacts pour savoir, bah, pour aller trouver qu'est-ce que Anadea possédait, vont pas se faire chier, quoi. C'est pas... Ils ont une clé, certes, mais ils se doutent que c'est une clé qui ouvre des portes. Et d'ailleurs, le scénario vous le dit, c'est une clé pour ouvrir une porte d'un bâtiment. Donc, bon, il n'y a pas 500 000 bâtiments non plus à Fort Chardon, quoi. Donc ça, c'est un peu naze. Ensuite, bon, on peut dire, ok, elle était membre du temple. Et donc l'idée globale, c'est que vous allez avoir à chaque fois des quêtes où vous allez rencontrer, comme je vous l'explique, des membres très importants de la campagne qui vont vous expliquer les factions politiques, wink wink Game of Thrones, et enfin, avancer dans tout. Parce que le but, en fait, c'est qu'à partir de là, c'est de trouver le bâtiment que possédait Anadea. Donc si vous êtes du côté du temple, vous allez au temple, poum poum poum, vous tombez sur le père Elfeno qui est moyennement borderline facho. On vous explique les deux factions en fait chez les Templiers, enfin chez les prêtres. Il y a grosso modo ceux qui suivent la nouvelle version de Prios et les loyalistes qui eux vénèrent Prios comme étant un dieu parmi d'autres et surtout étant un dieu qui n'était pas facho. Donc un dieu qui n'est pas que martial en fait, qui est le donneur de vie. Donc très vite vous rencontrez des Sébas. Des Sébas, c'est une vieille dame qui était une des saintes qui a aidé la reine quand elle s'est fait kidnapper par les sombres seigneurs à ressortir. Et elle est beaucoup plus, forcément, elle est beaucoup plus à la cool. Et elle vous dit, bah dis donc, tu sais, ah, mais Anadea, je connais. Anadea, elle avait une cellule dans le temple. Et je vous donnerai uniquement accès à la cellule si vous allez voir, enfin, si vous filez un coup de main au père Sarvola. Donc là, vous êtes un PJ de jeu de rôle, vous vous dites, mais attends, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est un temple, il y a 15 pélos, bah, je vais juste passer par une fenêtre, ou je vais me faire un jet de discrétion, ou que sais-je. Ça, le jeu, les mecs, ils ont pas compris, quoi. Donc, bref. Donc, on vous envoie voir à Blackmore, donc, qui est un bourg à côté, qui est grosso modo les faubourgs dégueulasses, taudis, où finissent tous les gens qui n'ont pas réussi à vivre, ou qui ont fait des vols à Fort Chardon. Et vous tombez sur une mission plutôt sympa, voilà, genre, c'est la soupe populaire, qui est tenue par Sarvola, donc qui est un personnage très important dans la campagne. On va savoir, c'est quelqu'un qui cherche à réformer très très fortement et qui est très pote avec les sorcières et les barbares, et son fils, parce qu'il n'est pas censé avoir de fils, mais il a un fils avec un esprit naturel. Et son fils, donc, Alwyn est super important. Enfin, il est un peu chiant, parce que je veux dire, dans la campagne, c'est Poufou Mystère, il apparaît, il fait coucou les amis, c'est moi, il dit un truc un peu mystique et puis il se casse. Mais Alwyn est très important parce que jusqu'à la fin du jeu, il peut avoir un rôle. J'en reparlerai quand je ferai une campagne, probablement une grosse vidéo sur toute l'histoire du jeu. Enfin, pas l'histoire, mais au moins le déroulé des scénars. Parce qu'il y a pas mal de scénars enfin, en co, il y a encore 2 scénars, je crois, qui sont pas sortis en français, donc ça peut être assez intéressant de faire ça. Mais bon, voilà, il faut qu'ils soient introduits, comme la majorité des personnages ici, il faut l'introduire. Donc vous arrivez à la soupe populaire de Blackmore, et on vous dit, bah ouais, c'est cool, mais il y a une grosse baston, forcément, on est dans du jeu de rôle, donc il y a des gros méchants qui commencent à casser la gueule, à essayer de tout casser, donc vous sauvez le père Sarvola et potentiellement Alwyn et les gens qui viennent l'aider. Si vous vous arrêtez là, en fait, Elfeno, qui est plutôt, enfin, qui aime pas trop Sarvola, mais bon, il est pas non plus un connard, peut vous filer un indice pour vous dire, ok, c'est bon, ça arrête là, et il vous donne accès à la cellule d'Anadea. Mais si vous allez revoir des Seba, elle vous dit, bah non, et tout, c'est pas fini, il faut que tu ailles jusqu'à la source. Bon, ok. Donc, vous retrouvez les mercenaires qui ont fait ça, qui sont des méchants, vilains, pas beaux du soleil, hein, des fachos. Vous remontez tous les... Ah bah merde, je me suis trompé, j'ai fait 2 trucs. Donc vous descendez et vous tombez en fait sur le fait que les personnes du soleil sont baquées par des anciens militaires de la Grande Guerre. Donc c'est là où on refait le lien avec, avec Atios. Donc c'est avec Atios qui est l'espèce de psychopathe du début en mode PTSD. Et vous tombez sur Salamos qui est un des grands chefs en fait de la ville. Donc il y a plusieurs manières de le résoudre, mais on vous conseille fortement de ne pas lui foutre sur la gueule. Nouveau point qui est introduit, sa famille est encore vivante, ou plutôt sa famille est mort-vivante, donc vous pouvez le faire chanter. Alors c'est comme ça que ça se finit bien. Donc tout le monde est content, vous avez enfin accès à la cellule d'Anadea, et là, patatras, ça ne sert à rien. Parce que dans la cellule d'Anadea, il n'y a que de la merde. En grosso modo, il y a des dessins, des machins, mais il n'y a rien d'important. Il y a juste un médaillon d'un noble qui vous envoie voir un noble qui vit dans la ville, et grosso modo, c'est parce qu'elle elle a accouché avec ce noble quand elle était gamine, enfin quand elle était toute jeune, et voilà. Mais c'est encore une fausse piste pour Axe, qui vraiment est un peu frustrante. Et je pense que si vous le faites jouer aux joueurs comme ça, ils vont faire un peu la gueule. Mais c'est pas fini,
Parce que pendant ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est que Anadea, elle voulait que vous fassiez quelque chose. Et ce qu'elle voulait, c'est que vous enquêtiez sur un culte. Sauf qu'il n'y a pas un culte, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Donc il y a le bon culte, en grosso modo le Midnight Cult, qui est les grands méchants de l'histoire, qui vont faire hériter le Paglop, mais il y en a aussi d'autres. Donc ce qui se passe, c'est que le grand méchant de l'histoire, Erlaber, donc qui est le chef du Midnight Cult, va appeler les autres cultes, parce qu'il y en a pas mal dans la ville, hein. C'est comme à Cthulhu, on ouvre une porte, il y a 15 cultes, et les mecs vont dire ah mais au fait, il faut que vous chopiez les PJ parce qu'ils vont essayer de vous tuer, enfin ou de contre-acquérir tous les cultes. Donc vous prenez des embuscades de mercenaires qui sont payés par les autres cultes. Vous avez donc le Midnight Cult qui embauche un assassin. Et on revient, encore une fois, donc à Blackmore, vous avez Red Eye, qui est un mec un peu possédé, dont la mère est un monstre, qui va essayer de vous buter plus tard. Il y a les disciples d'Eriok, c'est pareil, où c'est un ancien chasseur de trésors qui veut vous buter. Et là, vous réalisez que c'est pas le bon culte. Le seul élément de jeu qui est important, potentiellement, c'est de savoir qui est le prince. C'est-à-dire que tous ces mecs-là ont été plus ou moins mandatés, et le bad guy de l'histoire d'ailleurs, ont été mandatés par il y a une entité, une éminence grise des cultistes dans la ville qui est le prince, qui s'avère être en fait le chef, le chef des égouts. Bah oui, c'est forcé. C'est comme le gérant du parc d'attractions dans Scooby-Doo. Donc en grosso modo, c'est un gros méchant qui reviendra plusieurs fois dans l'histoire, mais c'est la piste d'intro vers une des grosses factions qui est le Sacred of the Old Blood, donc le sacré du vieux sang, qui sont des nobles qui se croient incorruptibles, et bah, ils vont découvrir que c'est pas le cas. Mais bref, lui, il peut revenir, il a un rôle très important, notamment dans Mother of Darkness, donc le quatrième tome de l'histoire. Donc ça fait quand même pas mal de sauts de cabri pour essayer de trouver un tout petit élément sur la campagne. Donc voilà, les cultistes, et vous inquiétez pas, on n'a pas fini d'en reparler. Donc voilà, vous avez été voir, imaginons vos joueurs, ils en ont ras-le-bol, ils ont été voir les prêtres. Donc maintenant, on dit, bah non mec, il faut que tu trouves les propriétaires. Bon, ok. Donc pour trouver les propriétaires, parce que c'est un système quand même extrêmement légaliste, on va dire, on vous dit, bah voilà, vous avez deux solutions. Soit vous allez voir la légation de la reine, donc qui sont des envoyés, des espions, grosso merdo, de la reine Corinour, soit vous allez voir le maire, la Cipher Night Pitch, sauf que le maire, il est malade, il a un rhume. J'invente pas, hein, il a vraiment un rhume. Hein. Donc bon, bah il faut un peu aviser, donc c'est un peu compliqué. Donc au début, bon, bah tant pis, vous êtes obligé. Rappel, hein, c'est des PJ, donc normalement ils vont trouver des voies détournées de voir le maire, hein, toujours pareil. Donc on vous dit, bon bah vous retournez à la légation, et là vous avez deux solutions, soit vous allez fouiller les archives vous-même, il faut payer, soit vous voulez voir les registres. Et pour voir les registres, il y a Surya Argona, qui est la représentante le légat de la reine, qui dit hop, mes gars, moi je vous donne pas accès, à moins que vous ayez chopé un truc pour moi, c'est la prophétie de Sarkomal. Là je l'ai mis en rouge, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est le seul élément important de l'histoire. Mais concrètement, c'est-à-dire que pour le gros problème, en tout cas au début de la campagne du Trône d'Épines, c'est que clairement le premier et le deuxième tome sont des introductions du monde et n'ont que très 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 peu d'éléments qui vont vous aider sur toute l'histoire. C'est-à-dire que pour les problèmes qu'il a, l'Empire en ruine, ça va être de Warhammer, c'est compliqué de le jouer par petits morceaux, quoi. On peut pas commencer directement au pouvoir derrière le trône, sinon on loupe quelques trucs. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment, en fait, le seul élément qui est important, c'est la prophétie de Sarkomal, qui est c'est un artefact, c'est une pierre, en fait, qui va être ramenée par les Templiers, qui est une faction, donc c'est les prêtres guerriers, et qui annonce potentiellement qu'il y a une femme qui va reprendre le trône de Sibaron. Et c'est une prophétie qui a été faite il y a très longtemps, et cette prophétie-là, forcément, les Templiers veulent la garder pour eux, pour éventuellement trouver la position de Symbaroum, où ils estiment que Prios était détruit, et donc ils doivent aller pour faire un last stand, enfin une dernière bataille contre les forces de l'ombre éternelle. La reine le veut impérativement parce que ça permettrait de justifier une expansion dans la forêt et potentiellement trouver Symbaroum. Tout le monde est intéressé, quoi. Vraiment, tout le monde aimerait bien voir cette petite pierre-là. Et donc, on vous dit, il y a des Templiers qui sont en ville, dans les salons de Symbaroum. Est-ce que si vous y allez, vous chopez la pierre, enfin la tablette, vous me la ramenez, je vous dis où habite notre ami Anadea. Bon, ok, d'accord, super. Si vous allez dans les archives, on vous dit qu'il y a une baston il y a quelques temps où Anadea était présente avec un mec qui s'appelle Arkel. Donc vous trouvez Arkel, c'est un prêtre qui est paysan. Le paysan vit sur une ferme, et quand vous allez sur la ferme, le seul truc qu'on vous indique, c'est qu'il y a une attaque de cultistes, forcément. Et le bon Arkel vous dit juste, Anadea avait changé, la dernière fois que je l'ai vu, Anadea avait changé de mentor. Bon, ok, super. Voilà, c'est cool. Donc ça, c'est un peu de la merde. Hein. Arkel, justement, dans le remaniement du scénario, on le fasse complètement à la trappe, parce que c'est encore une fausse piste, c'est encore une baston, ça sert pas à grand-chose. Donc ok, vous savez qu'il y a la prophétie de Sarkomal, c'est le moment d'avoir des bons points avec le maire, si vous allez l'informer. Sinon, vous fouillez sur Symbaroum, la boîte est vide,
il y a encore enfin, la prophétie a été déplacée à un autre endroit, vous y allez, ou alors vous pouvez juste aller voir directement le maire ou les Templiers pour négocier. Donc c'est à vous de voir, mais grosso modo l'idée c'est soit vous faites plaisir à Surya, donc elle est contente, elle vous dit où est l'entrepôt, soit vous faites plaisir à Night Peach, il est content, il vous donne l'entrepôt, soit vous négociez un petit peu pour être copain avec les Templiers et ils vous fileront un coup de main. C'est-à-dire que dans ce scénario, j'ai mis ça complètement ici, vous pouvez avoir plusieurs fois comme alliés différentes factions. C'est-à-dire que si vous vous comportez bien avec Cullian Furiae sous terre, que vous le laissez faire, que vous n'êtes pas trop chiant, il glisse un bonbon pour vous, et quand vous en aurez besoin à la fin pour la grosse baston, lors de Magica pourra vous filer un coup de main. Donc là, pareil, vous pouvez vous mettre les Templiers dans la poche, vous pouvez vous mettre la mairie, parce que je suis un peu enculé, mais en gros, le capitaine Marvelo et Bayela, qui est la... Non, pas Bayela, la... Bon, j'ai plus son nom, mais l'assistante, en fait, du maire. Donc tout est bien, tout est cool, et normalement, vous avez enfin accès au putain d'entrepôt. D'une manière ou d'une autre. Là, vous avez vraiment les questions qui sont importantes, parce que vous trouvez des lettres, vous trouvez des éléments. Alors, autant dans sa cellule, il n'y avait rien, autant dans sa Batcave, il y a pas mal de choses. Il y a des objets, il y a un gros chat, notamment, c'est un meerkat, je crois, et des champignons bizarres, mais il y a plein de documents. Et dans les documents, on vous dit que Anadea connaît Lysandra, qui est une grande chasseuse de trésors. Normalement, ils n'ont aucun lien tous les deux. Elle parle du Hall of Thousand Tears, donc, qui est une sorte de lieu mystérieux, où attendrait peut-être son maître, et elle parle d'un elfe et d'un certain Tehara Tehana. Donc voilà, on est vraiment sur la deuxième partie du scénar. Ok, on a les éléments, on sait les pistes, et c'est ces pistes-là qui vont être importantes. Donc à partir de là, vous pouvez simplement procéder, aller rencontrer Lysindra, ce qui vous amène potentiellement à découvrir qu'elle fait partie du pacte de fer. Le pacte de fer vous fait rencontrer, et c'est des fachos en fait, c'est vraiment les gens les plus bourrins du pacte de fer. Donc vous pouvez rencontrer un elfe d'automne qui s'appelle Meraoel, vous le mettez dans la poche, et il peut vous expliquer, si vous êtes vraiment un peu comme lui, comment rentrer au Hall of Thousand Tears avec les objets que vous avez trouvés dans l'entrepôt. Potentiellement, ça vous fait des alliés, ce qui n'est pas dégueulasse. Sachant que, encore un gros problème du scénario, sur lequel on va revenir, mais l'idée principale du scénar, c'est il y a un dieu qui s'est fait couiquer la tête. Le dieu s'est fait couiquer la tête dans la forêt il y a, je sais pas, 3-4 jours. Et depuis, en fait, les elfes font rien. Donc on se dit, s'il y a des fachos dans la ville, Lysindra et Meraoel, je serais eux, je serais pas resté à rien faire. Donc c'est... Ou alors il faut estimer que, bon, bah ok, les elfes, disons, comment dire, plus pacifistes n'ont pas contacté les autres dans la ville, mais, parce que sinon ils savent que tout va péter. Mais ça me paraît... Enfin, il y a des trucs, c'est un peu tarabiscoté quand même. C'est-à-dire que moi je suis elfe, même si j'ai pas envie de tuer tous les humains, on me dit, en fait, il y a un dieu qui s'est fait décapiter, il est probablement planqué dans la ville. Ouais, je vais juste envoyer ma secrétaire, enfin une espionne à la petite semaine, j'y vais pas, où je mets pas des plus gros moyens, où je dis pas de la magie, parce qu'en plus, il y a un truc dans le jeu, c'est que les elfes sont censés avoir une forte magie. En fait, ils sont capables, gros spoiler, d'utiliser les changelings, donc les espèces d'elfes remplacés, les utiliser, voir à travers leurs yeux. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. Enfin, bref, passons. Donc voilà, vous avez votre clé, vous êtes content, vous avez été voir... Le maire aussi sait comment y aller. Vous voyagez à travers la forêt, vous arrivez au Hall of Thousand Tears, où vous rencontrez un elfe d'éternité, donc Kaironan, et enfin Tehara Tehana, ainsi que vous entendez le prince des elfes qui est complètement fou aussi. Donc Tehara Tehana, à l'inverse de Meraoel, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui va être sympa, et qui va vous filer enfin tous les derniers éléments dont vous avez besoin, qui sont les infos les plus importantes pour finir le scénario, à savoir que le chef des cultistes, en fait, elle a reçu un update d'Anadea. Donc elle sait que le chef des cultistes s'appelle Erlaber, c'est un antiquaire, que Erlaber possède le crâne d'un dieu et va l'utiliser. Donc encore une fois, qu'est-ce que les elfes foutent et pourquoi ils se bougent pas le cul? Parce que dès que moi, si j'avais été un chef des elfes, enfin putain, je sais pas, je suis Kairohan ou Terahana, je dépasse directement 5 ou 6 espions, 5 ou 6 mecs du pacte de fer, du pacte de fer pour les dégommer ce qui se passe, quoi. Là, c'est où je mets la ville à feu à sang, quoi, carrément. Et ensuite, bon, bah, on sait que ça aura lieu à la vieille tannerie. Bon, bah, c'est pas grave, ça tombe bien, les PJ sont là. Donc, on pouvait au choix faire une enquête sur Erlaber, qui va servir à rien, parce que de toute façon, vous savez que vous avez une course contre la montre, il y a un mec qui va faire un rituel dégueulasse pour utiliser utiliser le crâne d'un dieu. Donc, vous foncez à la tannerie. À la tannerie, il y a une grosse baston. Et avec cette baston, bah, il y a plusieurs étapes. Soit vous faites rien, et ça veut dire qu'il va y avoir un rituel dégueulasse qui va avoir lieu sous terre. C'est la merde. Et à la fin, en fait, il y a un démon, enfin, une abomination qui sort, Midnight, donc la créature de minuit, qui est devenue, enfin, que Erlaber, que le prince, en fait, qui est le résultat d'un rituel qui a été transmis par le prince à Erlaber. Erlaber se dit c'est super, je vais être un super balèze, et en fait, il se transforme en gros monstre. Et il se barre dans la forêt. Soit il tue tout le monde et il se barre dans la forêt, soit vous intervenez.
Donc c'est là où c'est pratique d'avoir des alliés que vous avez recrutés avant. Sinon, vous avez un peu de temps, vous foncez sur la Doline, vous allez sur l'île de Cristal, hein. Potentiellement vous battez contre tous les sidekicks d'Erlaber, et tout est bien qui finit bien. Vous avez les conclusions, la conséquence, tout le monde est content, c'est génial, vous venez de sauver la ville. Sinon, si Midnight, vous n'avez pas le tuer, il revient à la fin du jeu. Donc faites gaffe, hein, vous voulez pas vous le coltiner dans Davokar Awakens, qui est déjà bien salé comme scénar, ça peut être un peu compliqué. Maintenant, je vais vous proposer une façon différente de réaliser le scénario. Encore une fois, ce n'est pas de mon fait, c'est d'un illustre inconnu sur Internet, dont j'ai honteusement repompé et traduit le travail. Donc, le gros souci qu'on a dans le scénario, si on le prend au pied de la lettre, tel qu'il est mis dans le livre, c'est qu'on n'a pas de raison, concrètement, d'aller dans le trou, dans la Doline. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà rencontré un ADA, mais à moins que ce soit votre meilleur ami, à moins que vous l'ayez introduit très tôt, c'est littéralement personne qui vous propose monts et merveilles et basta. C'est pas super bien foutu, on va l'avouer. Ce remaniement essaie de gommer plusieurs petites questions un peu stupides du style la première question que vont poser vos joueurs en général, c'est s'ils sont motivés pour trouver comment Anadea est morte, c'est où est-ce qu'elle habitait. Et là, vous êtes comme des cons. Donc voilà, petit scénario, remanie un petit peu les choses, c'est pas bien méchant, mais vous noterez qu'il est beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont sur les côtés de mon document qu'avant. Donc le début, vous le connaissez, c'est très simple, mais on n'introduit pas Nadea. Les sorcières arrivent, le trou s'affaisse, il y a le Beast Clan qui arrive, on leur casse la gueule, on érige la rambarde, le capitaine des gardes dit surtout vous ne nous remportez pas, et c'est à ce moment-là qu'on va déjà aller revoir les sorcières, parce qu'elles avaient une petite idée. Le premier truc qu'elles ont dit, c'est le puits va parler. Ok, bon, le puits a effectivement parlé. Donc, vu que c'est théoriquement les seules personnes qui ont un peu de connaissance sur ce qui se passe, on va les revoir. Et là, elles peuvent donner plus d'éléments qu'auparavant. Au lieu d'être très sibyllines et mystiques, elles peuvent carrément vous dire, l'Uldra a vu qu'il y a un dieu qui était mort, qui est en train d'agoniser, et on a peut-être des idées sur le fait que le puits s'activait selon la corruption, et on ne sait pas exactement quelle est cette source, mais il y a quelque chose. Donc au moins, comme ça, les sorcières peuvent vous amener sur les bonnes pistes. Vous pouvez fouiller et étudier les puits, différents puits de la ville, jusqu'à trouver le mécanisme de l'ancienne Symbaroum qui détectait le niveau de corruption, et qui faisait qu'en fait tous ces fondaient la gueule. Et c'est à ce moment-là qu'on va rencontrer un ADA. Donc les joueurs comprennent pas trop ce qui se passe, ils ont fouillé, ils ont enquêté, mais ça mène à rien. Et c'est bizarre, un ADA arrive vers vous et dit « moi j'enquête sur un culte, je suis très stressé ». Donc déjà on se dit « ok, qui c'est qui te paye ?» Alors moi dans ma partie j'ai dit que c'était le maire, justement pour qu'elle bullshit un peu tout le monde. Et à ce moment-là, il dit, ok, maintenant, allez enquêter sur un culte, comme ça, vous allez découvrir, vous pourrez peut-être m'aider. Et là, c'est intéressant parce que les joueurs jusqu'ici ne savent pas ce que sont des cultes. Donc ils se disent, des espèces de trucs cultes, on ne sait pas trop ce que c'est des gens qui essayent de taper dans la corruption pour récupérer du pouvoir. C'est marrant parce qu'on cherche une source de corruption. Et il y a un dieu qui est en train de mourir. Et le puits s'est activé. Tiens, c'est assez rigolo tout ça. Donc petit à petit, poc, ça s'emboîte. Et là, forcément, les cultes, il y en a 3 dans le jeu quand même, c'est ça qui est vraiment relou, enfin en tout cas dans cette partie-là, commencent à s'activer. Ils se disent, ça craint du cul. Et là, après c'est vous qui voyez, mais au moins c'est le moment dans le world building, dans la conception du monde, où les joueurs peuvent commencer à comprendre ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire que oui, effectivement, Fort Chardon, c'est là où il y a tous les mercenaires, tous les gens qui sont ivres de richesse, de rêves, de gloire qui viennent, mais c'est aussi l'endroit où il y a tous les cultistes qui viennent parce qu'ils sont juste à côté de la forêt, que la ville est une ville franche, qui, même si elle n'est pas plus tolérante, laisse un peu plus de jeu aux gens qui veulent magouiller. Et donc, c'est l'endroit idéal pour que les cultes s'agrandissent et puissent prospérer en toute tranquillité. Et pour vous, ça vous donne des informations supplémentaires aux joueurs qui s'aperçoivent que, il y a des forces maléfiques qui œuvrent en présence dans l'ombre de Symbaroum. Anadea vous dit, au moment opportun, j'ai des informations, super, vous y allez, sauf que là, alors, plusieurs solutions. Soit vos joueurs voient Anadea se faire jeter dans le trou par l'un des cultes, ou alors ils la cherchent et ils s'aperçoivent que les traces amènent jusque dans part de la palissade et qu'elle a été jetée dans le trou. Ce qui veut dire que il y a bien évidemment une force maléfique en présence, que les cultes savent qu'Anadea et donc les joueurs sont à la recherche, et qu'en plus, potentiellement, il y a peut-être quelqu'un de la garde qui bosse avec eux.
Donc ça craint du boudin, et là les joueurs se disent « Ok, attends, il y a vraiment un truc, on est vraiment dans la merde », mais la question c'est qu'est-ce qu'elle a découvert? C'est vraiment l'élément qui va les motiver, les pousser. Et enfin, ils ont une bonne raison d'être dans le trou, parce que sinon c'était débile. Tu descendais dans le trou, si t'étais plus ou moins motivé, pas trop, et bon, alors que là, bon, bah c'est clair, tu sais qu'elle est tombée dans le trou, on y va, c'est parti, et en plus on en a quelque chose à foutre parce qu'on a potentiellement des cultes au cul. Donc petite descente, ça change vraiment rien. Seul truc, c'est qu'elle a, donc, à tout moment, bien évidemment, Lysandra Goldengrasp, donc l'agent du pacte de fer, va les observer et potentiellement agir si jamais ils sont dans la merde. Donc par exemple, le culte de minuit ou les autres cultes peuvent envoyer des mercenaires sur leur gueule. Et enfin, donc on trouve le corps d'Anadea. Et là, le jeu s'emmerde. Enfin, la modification, la reconception du premier scénario est assez intelligente. C'est que le gars disait, bah, plutôt vous faire chier à faire une espèce de quête débile pour répondre à une question simple des joueurs qui est, si Anadea a une clé sur elle, où est-ce qu'elle habite? Qui devrait, enfin, même dans une, enfin, je sais pas, c'est quoi? En gros, c'est une ville qui a 8 ans, il y a à peu près quoi? Peut-être 4000 habitants, je crois, fixe, un peu moins. Il y a le double, enfin, ou l'équivalent qui passe dans la ville pour s'en rester. C'est assez facile quand même de savoir quand est-ce qu'une jeune fille qui a quoi, 18, 20, 25 piges max, a pu acheter un bâtiment et il n'y a pas 36 000 serruriers. Donc, comment dire, le blocage scénaristique ne tient pas, pour moi, de base. Donc, ce que propose la personne qui a fait cette modification, c'est de dire, tant pis, vous trouvez très rapidement la planque d'Anadea, et dedans, la plupart des informations qu'Anadea voulait donner à Teatana, qui est son chef, en fait, que Teatana n'a jamais reçu, enfin, Teatana reçoit mystérieusement à la fin du scénar, si vous le jouez officiellement, ils sont présents dans un bouquin ou autre, dans la planque, avec le chat qui pisse, avec le champignon magique, qui vous permettra potentiellement d'aller au Hall of Thousand Tears, mais à ce moment-là, vous ne le savez pas. Donc, dans ce journal, on retrouve toutes les informations, un peu, non seulement de la planque, avec notamment mes copains Lysindra Goldengrasp, mais aussi 3 informations, en disant grosso merdo, le culte agit depuis la vieille tannerie, le Hall of Thousand Tears, normalement, c'est bonus, c'est dans tout ce que vous avez comme information. Il y a déjà une motivation pour y aller, parce qu'on sait que potentiellement, c'est là où t'es à Terrana. Il y a une carte et tout, donc on se dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut m'aider dans ma quête? Et le troisième, c'est une information à rajouter, c'est que le chef du culte serait surnommé Ambreagos. Donc Ambreagos, c'est pas son nom officiellement. Ambreagos, c'est un pseudonyme / patronyme d'une vieille famille de Symbaroum qu'il a adopté pour lui-même. Donc c'est un pseudonyme idéal. Et à partir de ce moment, quand vous avez ces 3 pistes-là, ça devient évident, vous pouvez commencer à revenir à toutes les recherches sur les rencontres du jeu. C'est-à-dire que, encore une fois, le but du scénario, on s'en fout. Concrètement, je vais être brutalement honnête, le scénar, vous le finissez, minuit il sort, il faudra l'affronter plus tard. Okay. Mais il y a un élément important dans toute cette histoire, c'est la tablette de la prophétie de Zarkomal, et surtout le fait que vos joueurs vont rencontrer toutes les factions importantes du jeu dans le premier scénar. Et donc là, vous avez une raison d'aller les voir. Vous avez une raison parce que la tannerie, vous ne savez pas à qui elle appartient, puisqu'elle est abandonnée, et que sûrement que le culte vous verra arriver, surtout si vous avez un ogre ou des mecs pas très fins, boum, vous arrivez, ok, génial, vous savez que le culte officie la vieille tannerie. Mais les mecs, ils ont tout nettoyé. Bon, alors comment on fait? Il faut trouver à qui ça appartient. Et c'est là où il faut aller taper dans le cadastre royal, ce qui demande soit une autorité du maire, soit d'aller négocier directement avec la légate du maire de la reine Surya Argona. Et donc là, poum poum poum, badaboum, on retombe dans tout le truc classique. Machin, la prophétie quelque part ici, on va la trouver, la boîte est vide. Donc soit vous dites directement ça au maire, il est content, soit vous allez la chercher chez les Templiers, vous leur cassez la gueule et tout le monde est content. Enfin, en tout cas, Surya est content. A l'inverse, si vous voulez au Hall of Thousand Tears, là c'est intéressant parce que soit vous pouvez essayer d'aller voir le maire, et normalement, si vous avez été chercher des infos sur la prophétie de Sarkomal, le maire est potentiellement de votre côté et il va vous filer un coup de main. Ou alors vous allez voir Lysandra Goldengrasp et vous prenez le risque de tomber nez à nez avec 2 gros fachos, donc elle et Meraoel, mais potentiellement eux aussi peuvent vous expliquer comment utiliser les clés et aller dans la forêt. Donc le voyage dans la forêt est beaucoup plus simple, est équivalent. Par contre, à la fin, les informations que Teana va vous donner vont être, disons, plus du répétitage qu'autre chose. Et la troisième possibilité, forcément, et ça, il faut l'expliquer à vos joueurs, c'est que c'est le culte solaire qui connaît très très bien les cultes. Voilà, c'est pas un culte, c'est une église, qui connaît bien justement les cultes hérétiques et qui lutte contre eux directement. C'est-à-dire que
La reine, le légat, les Queen's Eyes, donc les yeux de la reine, toutes les factions qui existent dans le monde sont potentiellement intéressées pour intercepter et détruire les cultes. Mais ceux qui ont vraiment un intérêt actif et qui le font au quotidien, c'est les Twilight Friars, donc les moines du crépuscule, et par extension, tous les membres de l'Église solaire. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur motivation, quelle que soit leur pensée politique. Disons que les réformistes, comme les conservateurs, ont un intérêt à détruire purement et simplement les cultes. Donc c'est logique, mais ça, il faut l'expliquer à vos joueurs, dans le background du jeu, que ceux qui ont le plus d'informations sur les cultes potentiellement sont les membres de l'Église. Donc vous y allez, et là, patati patach poum, vous rencontrez le père Elfeno, avec ça vous rencontrez la vieille des sabbats, vous rencontrez le mec qui est enfermé dans la prison, et on vous dit, la mission, ok, vous voulez avoir des informations potentielles, on vous laissera consulter notre bouquin sur toutes les activités hérétiques dans la ville, uniquement si vous allez filer un coup de main à l'hérétique, donc pom 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 pom, ça c'est pas très différent, avec potentiellement donc Red Eye qui intervient le troisième culte si vous êtes vraiment motivé, mais l'issue est le même. Donc vous vous retrouvez à la fin avec 3 indices, et ce qui est vraiment pas mal, ce qui est vraiment intelligent dans son truc, c'est que vos joueurs peuvent juste faire une branche et dire ok, on a assez d'infos, on s'arrête là, ou alors aller faire les autres branches et vous brossez, vous dites ah bah oui, vous pouvez prendre votre temps, mais il faudra des trucs. Donc en gros, le maire ou la légate vous apprennent que le propriétaire de la tannerie c'est l'antiquaire Erlaber. Théana vous apprend plein de trucs forcément, donc elle vous donne tout le background avec le dieu Ox qui a été décapité, patati patachmol, et elle vous dit, en fait, Anadea pensait que c'était... Elle peut directement vous dire, Anadea m'a contacté avec sa pierre magique, et elle pense que c'est Erlaber le méchant, et patati patachmol, ce sera dans la vieille tannerie. Donc bon, là, comme ça, vous avez tout. Et sinon, peut-être le truc le plus chaud, c'est, si vous allez voir les prêtres, ils vous donnent accès au bouquin, avec tous les éléments sur les hérétiques, et l'un de ceux-là, c'est une enquête à moitié avortée sur l'Arbeur, avec tous les doutes, en disant c'est bizarre, il a beaucoup d'artefacts magiques, il en fait pas grand-chose, et patati et patachmol, et c'est potentiellement un cultiste. Donc là, ok, les mecs, tu fais 1 plus 1, tu dis bon, allez, c'est parti. Petite enquête éventuelle, si nécessaire. Après, la fin, vous la connaissez, c'est la grosse baston. Vous allez potentiellement en bas, vous fightez avec les sidekicks, vous arrivez assez rapidement sur l'île de cristal, ou alors vous êtes dans la merde, Midnight est invoqué, et donc il faut aller lui casser la gueule. Ou alors laisser partir, et là tant pis pour vous, ça sera encore pire à la fin du jeu. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, hein, c'est juste vraiment une reconsidération et une reformulation simple, mais beaucoup plus linéaire du scénario avec plusieurs embranchements. Encore une fois, le conseil de la personne, et que je ne peux que vous donner, c'est si jamais vos joueurs ont assez d'éléments logiques et concrets pour savoir qu'il y a un truc qui se trame, que c'est Erlaber le chef, que c'est à la vieille tannerie, faut pas chier non plus 500 ans sur le pot, quoi. Faut y aller et pas hésiter à quand même aboutir à la fin du scénario. Même si, forcément, vous sacrifiez quelques PNJ qui ne seront pas rencontrés. Ce à quoi j'ai envie de dire, le deuxième scénar, donc le Witchhammer, qui a été traduit d'une façon qui me trigger un peu par le marteau à sorcière, parce que c'est pas tellement un marteau pour toutes les sorcières, c'est un marteau qui a été consacré par les sorcières. Lui vous permet, en fait, si vous voulez remettre une couche, il y a des nouvelles factions, parce que ça se passe à Carvosti, donc il y a le grand chef, il y a l'Uldra, il y a le Patichmol, mais rien ne vous empêche, vos joueurs n'ont pas vu l'église solaire, il y a des missionnaires. Vos joueurs n'ont pas vu... je sais pas moi, l'hérétique, c'est pas grave, on dit que l'hérétique il s'est bouté de Blackmore et qu'il est coincé sur Carvosti. Donc vous avez quand même moyen de moyenner. Et je crois que c'est à peu près tout. J'aimerais bien, alors je vais essayer de réfléchir, faire quelque chose d'équivalent pour... parce que j'ai contacté la personne directement pour savoir si elle a fait quelque chose comme ça pour le Witchhammer. Parce que Witchhammer a la même structure, ce qui est un peu chiant, faut l'avouer. Pour les joueurs surtout, ils vont péter un câble en disant « Mais mec, tu nous as déjà fait le même coup, il y a un scénar. » Alors qu'après, le reste du jeu est très linéaire. Et pour ça, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'après, quand vous arrivez à Indaros, donc c'est Darkest Star, je crois, l'étoile la plus sombre, c'est plus linéaire, c'est beaucoup plus simple à aborder, avec vraiment 3 branches, vous investiguez. Mother of Darkness, c'est une course au trésor, donc en fait, c'est vraiment, faut qu'on aille d'un point A à un point B à la fin, faut qu'on se démène avec les factions environnantes pour se trouver. Haunted Waste, c'est un road trip, donc il n'y a pas du tout ce problème-là. Et le dernier, d'Avocar Awakens, c'est couillu. C'est de la grosse baston avec des vrais morceaux de bravoure. Et à la fin, c'est un peu pareil. Il y a pas mal de factions. Et c'est à vous de vous démerder entre les 3 factions. Donc le triumvirat qui est Virta, Vilda et Vrafa. Donc en gros,
le sauvage, la tisserande et le ver de Werewolf, pour un peu sauver le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire ça pour le deuxième scénar, même si je vous promets rien. Je ferai une petite récapépète aussi de toute l'histoire des 6 scénars en fait de Symbaroum, parce que c'est vrai que ça peut être un peu confus et je sais qu'en français ils ont un peu de retard. Donc voilà, je vais essayer de continuer ça tout en faisant mes trucs sur Warhammer à côté. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. Et bah sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, puis on se voit la prochaine. Allez, salut et bon jeu!